Je vous remercie d'être venu assister à la présentation de cet ouvrage, cette INSEE référence sur l'emploi, le chômage et les revenus du travail. Je vais commencer par vous présenter les principaux points à retenir du marché du travail en 2017. Puis, chacun des dossiers va vous être présenté. Le premier sur le rôle des accords collectifs sur la dynamique des salaires. Le deuxième qui analyse le souhait de changer d'emploi. Et enfin, le troisième étudie le profil des agents de l'État. Le titre que nous avons retenu pour la vue d'ensemble est « L'emploi accélère et le chômage baisse davantage ». Ce titre a une tonalité résolument positive, l'année 2017 étant, pour l'évolution de ces deux indicateurs, le meilleur millésime depuis 10 ans. Sur ce graphique suivant, l'emploi salarié privé, en bâton vert, est le principal contributeur du dynamisme de l'emploi total en 2017. En revanche, l'emploi non salarié serait resté quasi stable et l'emploi public a légèrement baissé, moins 7000, notamment du fait de la baisse de nombre de contrats aidés. Au total, il y a fin 2017 340 000 emplois de plus qu'un an auparavant, soit plus 1,2%. C'est la plus forte hausse depuis 2007. Alors pour comprendre les conséquences du dynamisme de l'emploi sur le chômage, il faut d'abord analyser le comportement d'activité. Le taux d'activité, c'est-à-dire de participation sur le marché du travail, atteint en 2017 son plus haut depuis que la série existe. La hausse du taux d'activité en 2017 est de 0,1 point, mais elle est depuis 2007 de 2,1 points. Elle augmente surtout avec la hausse du taux d'activité des seniors, plus 15 points entre 2007 et 2017, en vert sur ce graphique. Cela est la conséquence des réformes successives des retraites et des dispositifs de cessation anticipée d'activité. Alors en moyenne sur l'année, le taux de chômage s'établit à 9,4% de la population active en 2017 sur la France entière. C'est 0,7 points de moins qu'en 2016, 1 point de moins qu'en 2015. Entre fin 2016 et fin 2017, nous comptons ainsi 300 000 chômeurs de moins. Le taux de chômage retrouve son plus bas niveau depuis 2012. Et si en 2017, la baisse est aussi favorable qu'en 2007, le niveau du taux de chômage reste encore supérieur de 2 points à celui de fin 2007. Pour terminer sur les principaux faits marquants du marché du travail en 2017, un mot sur les salaires. Avec le regain d'inflation en 2017, c'est la courbe en rouge sur le graphique, les salaires accélèrent en 2017. Ils croissent un peu plus vivement dans le public, plus 2,2%, c'est la courbe en bleu, du fait des hausses de l'indice de traitement brut, et un peu plus vite que dans le privé, plus 1,7%, c'est la courbe en orange sur ce graphique. Et ça, c'est la première fois depuis 2012 que les salaires augmentent un peu plus vite dans le public que dans le privé. Les questions de négociation salariale sont souvent évoquées dans le débat public, mais il y a relativement peu de travaux qui examinent les effets de ces accords salariés, de ces accords collectifs sur les salaires. Et donc ce dossier vise à remplir ce manque. Alors maintenant qu'on se concentre effectivement sur l'objet de l'étude, ces mécanismes de revalorisation collective, on constate déjà, en premier lieu, que un choc sur les minima conventionnels a plus d'effet sur les salaires à moyen terme qu'un choc sur le SMIC. Et ce que l'on voit aussi, c'est qu'un choc sur les minima conventionnels va plus jouer sur le déclenchement de la hausse des salaires trimestriels, tandis que le SMIC, lui, va plus affecter l'ampleur de la hausse. Maintenant, une autre dimension d'hétérogénéité consiste à examiner les effets du SMIC et des minima de branche selon le salaire de départ. Les barres en bleu correspondent aux élasticités à long terme d'un relèvement du salaire minimum selon le décile de salaire de départ. Et là, on retrouve le résultat classique et attendu qui dit que, grosso modo, le SMIC contribue surtout à revaloriser les salaires les plus faibles. Ce qui est nouveau ici, c'est que, en fait, quand on regarde les effets des minima de branche, des minima conventionnels, ces effets se prolongent tout au long de la distribution des salaires, y compris au niveau des déciles les plus élevés. Je vais vous présenter un autre dossier de cette INSEE référence que nous avons consacré aux personnes qui travaillent et qui souhaitent changer d'emploi. On estime ainsi qu'en 2017, 2,3 millions de personnes travaillent mais veulent changer d'emploi. Cela représente environ 8,7% des personnes en emploi, soit un petit peu moins d'1 sur 10.
Dans la suite de mon exposé, par personne en emploi, j'utiliserai également le terme actif occupé, que vous verrez également apparaître sur les graphiques. Et donc c'est une part qui est relativement stable depuis 2014. Si on s'intéresse aux motivations qui conduisent les personnes à changer d'emploi, on voit qu'on peut les regrouper en 3 grandes catégories qui sont illustrées par le graphique sur la slide. La première est constituée des personnes qui, de façon très classique, souhaitent s'inscrire dans une démarche de mobilité professionnelle ascendante. Ce sont des personnes qui peuvent souhaiter changer d'emploi pour en obtenir un mieux rémunéré. Elles représentent 23% des personnes qui souhaitent changer d'emploi, ce qui est illustré par la part orange sur le graphique. S'ajoute à celle-ci 16% qui souhaitent un emploi plus intéressant ou avec plus de responsabilités, ce qui est illustré par la part en vert sur le graphique. La deuxième catégorie est constituée des personnes qui, indépendamment de cela, sont à la recherche de meilleures conditions de travail. Il peut s'agir d'un emploi plus près de chez eux, avec des horaires plus adaptés ou plus modulables, une meilleure ambiance de travail par exemple. Elle représente 27% des personnes souhaitant changer d'emploi. Enfin, la dernière catégorie compose des personnes qui souhaitent changer d'emploi car il y a un risque qu'elles perdent leur emploi actuel ou que plus généralement elles sont à la recherche d'un emploi plus stable, qu'elles représentent 19% des personnes souhaitant changer d'emploi. Pour ces personnes, on peut d'ailleurs parler davantage d'une nécessité que d'un souhait de changer d'emploi, puisqu'elles sont susceptibles de basculer à court terme dans le chômage ou dans l'inactivité. Enfin, si on regarde à court terme 3 mois plus tard, on voit qu'une très faible part d'entre elles ont trouvé un emploi, donc ce qui est illustré par le camembert de gauche. 9% des actifs occupés souhaitant un autre emploi a trouvé un nouvel emploi 3 mois plus tard. La plupart du temps, elles exercent la même profession pour un nouvel employeur. 12% d'entre elles se retrouvent sans emploi et 78%, 3 mois plus tard, occupent toujours le même emploi. Cette part de 9% est un peu plus élevée lorsque l'on considère les actifs occupés qui évoquaient le risque de perdre leur emploi actuel. Elle est de 15%, ce qui est illustré par la part bleue du camembert du milieu. Mais ces derniers sont également plus nombreux à se retrouver sans emploi à court terme, ce qui permet d'illustrer le fait que leur crainte était justifiée. Je vais vous présenter un dossier sur les agents de l'État en 2014. On va essayer de comprendre quels sont leurs profils et quelles sont leurs carrières. Donc tout d'abord, la fonction publique de l'État, qu'est-ce que c'est? C'est un des 3 versants de la fonction publique, avec la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. Cela représente 2,2 millions de salariés, hors militaires, soit 9% des personnes ayant un emploi. Donc c'est un secteur non négligeable de l'économie. Qui sont les agents de la fonction publique d'État? Tout d'abord, on peut distinguer un premier groupe, un petit peu à part dans la fonction publique d'État, il s'agit des enseignants. À part pourquoi? Parce qu'ils ont une profession particulière, ils ont des mobilités et des carrières différentes des autres agents. Ils représentent 43% de l'ensemble. Alors maintenant, si on s'intéresse un peu à leur trajectoire salariale, on observe à la fois que les salaires sont plus élevés chez les enseignants du supérieur que chez les enseignants du secondaire et du primaire, qui sont également plus élevés chez les non-enseignants qui sont entrés en catégorie A que chez ceux qui sont entrés en catégorie B ou en catégorie C ou D. De plus, ces derniers ont connu des progressions plus fortes. Donc la catégorie d'entrée joue un rôle très important dans la trajectoire salariale des agents. Cependant, il faut avoir en tête que l'image est un peu plus complexe, c'est que les différentes catégories ne sont pas entièrement cloisonnées. Et ce qu'on observe notamment, c'est que 38% des non-enseignants de catégorie A en 2014 étaient dans une catégorie inférieure lors de leur entrée dans la fonction publique, donc en catégorie B ou C. Et tous ces changements de catégorie amènent de substantiels gains salariaux.